Écoutez, tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre invitation. Et donc, je vais vous parler des parcours de soins des personnes qui vivent dans des situations de pauvreté ou de précarité. Alors, je travaille depuis plusieurs années sur les questions relatives à la santé des populations précaires, ce qui m'a amené à analyser leur manière de se soigner. Alors, la description des parcours de soins peut être abordée de plusieurs manières. Donc, une des dernières recherches que j'avais menées avec l'IRDES portait sur les renoncements aux soins, c'est-à-dire pourquoi des personnes qui éprouvent un signe, un symptôme, ne recourent pas au service de soins. Juste avant, j'avais essayé de comprendre, donc ça c'est dans le cadre d'une recherche avec l'université de Paris-Dauphine. Donc la question c'était pourquoi les personnes qui étaient éligibles à l'aide complémentaire santé n'utilisaient pas ce dispositif ou très peu. Plus récemment, j'ai aussi réalisé une étude sur l'accès aux soins des populations précaires en milieu rural et particulièrement dans le département de la Nièvre. Donc ces différentes recherches m'ont permis de constituer un nombre d'entretiens relativement conséquent, dont une grande majorité concerne des personnes qui sont pauvres ou précaires. Alors, chacune de ces recherches avait sa propre problématique, mais pour aujourd'hui, il m'a semblé intéressant d'essayer d'en tirer un fil qui est celui de la discrimination. Donc, pour aborder les parcours de soins de ces personnes. Alors, pourquoi la discrimination? C'est vrai qu'on voit depuis... Une précision que je n'ai pas apportée, je vous prie de m'en excuser, c'est que vous avez dans vos pochettes qu'on vous a remises lors de l'accueil, vous avez dans vos pochettes des petits cartons, vous voyez, des petites feuilles de carton, parce que vous n'aurez pas la parole, mais vous aurez l'écriture. C'est-à-dire que si d'aventure vous aviez des questions à poser, eh bien, vous les écrivez sur vos petits cartons. Et cette journée est accompagnée également par les étudiants de l'École nationale supérieure de la sécurité sociale qui m'aident à animer cette journée. Les étudiants passeront dans les rangs. Si vous avez une question que vous avez notée, vous la donnez aux étudiants. C'est mieux avec un micro. Hein. On m'avait pas attendu avant ? Donc je ne répéterai pas. Donc vous avez des cartons dans vos pochettes, vous marquez vos questions éventuelles sur ces cartons que vous transmettrez aux étudiants de l'IRDES, de l'EN3S qui sont à ma droite là, qui feront la synthèse des questions éventuelles et qui les soumettront ensuite à l'intervenant qui pourra répondre. Ça nous permettra à la fois d'être réactifs, mais j'ai l'habitude d'un certain nombre de rencontres comme celle d'aujourd'hui, et il arrive parfois que la question posée par un ou l'autre participant soit plus longue que la réponse qui va être apportée. Donc on va essayer d'être à la fois synthétique mais complet. Désolé Caroline d'avoir interrompu, mais il fallait quand même que les gens aient la possibilité de poser leurs questions. Oui, donc... ce que je disais, c'est que j'avais essayé pour l'intervention que j'ai préparée d'essayer de tirer le fil de la discrimination. En même temps, c'était un petit peu compliqué puisque les différentes recherches dont je vous ai parlé ne portaient pas du tout sur cette problématique, mais plutôt une problématique d'accès aux soins et d'inégalité sociale de santé. Donc je vais essayer d'articuler les deux. Mais donc, ce que je disais, c'est que ça me semblait intéressant d'essayer de voir cette question de la discrimination parce que, en fait, la discrimination dans le champ de la santé, c'est quelque chose qui fait l'objet de peu d'études, alors qu'on voit actuellement une prolifération des études sur le renoncement aux soins. Donc, ça m'a paraissait intéressant d'essayer de voir ça aujourd'hui. Et donc... la discrimination dans le champ de la santé, mais aussi la discrimination sociale.
C'est-à-dire en me demandant de quelle manière les personnes qui vivent des situations de pauvreté ou de précarité subiraient un traitement inégal quand elles cherchent à se soigner ou en amont à faire valoir leurs droits à la protection sociale. Alors, cette question de la discrimination sociale, en fait, la discrimination, donc en raison d'une origine sociale ou d'un manque d'argent, n'est pas un critère qui est reconnu sur le plan législatif, puisque les critères les plus souvent reconnus, c'est l'origine culturelle, ethnique, le genre, c'est-à-dire homme-femme, les préférences sexuelles, certaines catégories de malades, le handicap, etc. Et donc, il faut savoir qu'on est dans un contexte où les pouvoirs publics se posent des questions justement sur l'éventuelle intégration du critère discrimination sociale. Et donc, c'était intéressant aussi à ce titre d'essayer d'évoquer cette question. Alors, ce qu'il y a de spécifique aussi que je voulais ajouter, c'est que la discrimination par rapport à la question des inégalités sociales de santé interroge plus spécifiquement les rapports sociaux et les interactions entre deux individus. Alors bien sûr, il existe aussi des fonctionnements institutionnels qui produisent de la discrimination, mais il s'agit de discrimination indirecte. Et donc, ce qui va m'intéresser ici aussi, c'est la question de la discrimination directe, c'est-à-dire d'un individu à l'égard d'un autre, et donc qui va le traiter, dans un sens large du mot traitement, de manière inégale et pour des raisons illégitimes. Donc ça, c'est la définition un peu raccourcie de la discrimination. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc, la discrimination retentit sur la santé des individus. Il y a des travaux qui ont montré qu'en portant atteinte à la dignité, elle produit des effets de stress, d'anxiété et de désespoir. Et puis le dernier point, donc, la discrimination est un sujet dans le champ de la santé mais en général, qui est peu abordé en France par rapport à un certain nombre de nos voisins européens ou par rapport à l'Amérique du Nord. Cette discrimination, elle est souvent multisectorielle, c'est-à-dire qu'il y a une conjugaison de critères, alors que souvent les études s'appuient sur un critère et essayent de montrer la discrimination sur ce critère. Et la discrimination sociale, justement, elle est souvent cachée par d'autres critères qui se conjuguent. Et donc, sur la question des travaux sur la discrimination, dans le champ de la santé, je fais référence aux travaux de Didier Fassin. Il y en a quelques autres depuis, mais c'est des travaux fondateurs, et qui avaient montré que la culture de la pauvreté, la ségrégation spatiale et la culture d'origine se conjuguent dans un même processus de disqualification. Alors, d'où vient la discrimination? Très rapidement, c'est en fait une méconnaissance de l'autre et donc des préjugés, des stéréotypes qui vont justifier ce traitement inégal. Elle met en cause des questions d'enjeux de pouvoir dans les rapports sociaux, des questions de statut, de la place de chacun dans une hiérarchie sociale. Et donc, dans les interactions entre deux individus, il y a une scène dans laquelle se rejouent à nouveau chaque fois ces interactions et ces enjeux. Et donc, ce qui nous intéressera plus particulièrement, c'est la question d'un usager, donc précaire ou pauvre, face à une institution, ou encore toujours cet usager qui devient un patient face à un soignant. Alors, encore un préalable, c'est qu'est-ce que signifie la pauvreté? Donc elle est classiquement définie sur des critères de ressources économiques, je passe assez rapidement, mais la pauvreté, en fait, elle est multidimensionnelle. Et donc les conditions matérielles d'existence structurent, organisent un certain rapport au monde. Et donc des manières de penser, d'être et d'agir qui s'organisent donc en fonction de ces ressources matérielles. Donc, à partir de ce constat qu'il y aurait une certaine rapport au monde construit autour des conditions d'existence,
on a évoqué la question d'une culture de la pauvreté. Et donc ça, c'est une conception, un concept qui a été défini par Oscar Lewis, qui était un universitaire américain qui avait travaillé auprès de populations défavorisées dans la banlieue de Mexico, et qui définissait donc cette culture de la pauvreté d'après un certain nombre d'éléments que je n'ai pas le temps de vous définir, mais qui se construit autour d'un mode de vie stable qui se reproduit à travers les générations. Et donc l'intérêt de ce concept de culture de la pauvreté, c'est que ça permet d'introduire une dimension en quelque sorte positive et plus seulement autour de la question du manque de moyens, manque de logement, etc. Ceci dit, cette notion de culture de la pauvreté a été longuement critiquée. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Et je dirais pour aujourd'hui, pour aller vite, c'est qu'elle caractérise plutôt la grande pauvreté. Or, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est de manière plus large des familles pauvres ou précaires et finalement qui sont caractérisées, et pour ceux qui côtoient ces personnes, ces familles au quotidien, ce qui est frappant, c'est la diversité en termes de rapport au travail, en termes de ressources sociales, en termes d'origine. Mais malgré tout, on peut quand même faire ressortir un certain nombre de récurrences qui sont importantes et qui vont également expliquer du coup les parcours de soins et leurs spécificités. Et j'ai noté particulièrement un rapport au temps, un rapport à l'espace, un rapport au corps et un rapport à la santé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'il y a, par rapport à toutes ces dimensions, quelque chose d'unique et de commun, mais qu'il y a des récurrences et que c'est des choses qu'on retrouve plus fréquemment. Alors, face à cette diversité, il y a la question de la précarité était intéressante du coup à prendre en compte. Et la précarité, elle définit un certain rapport à l'existence autour des questions des vulnérabilités, des incertitudes à l'égard du lendemain. Alors cette précarité, elle a été définie par le père Wresinski, qui est le fondateur du mouvement ATD Quart Monde, et cette définition, elle a été reprise à un niveau international. Et donc cette définition, sans la citer, elle parle pour définir la précarité de une ou plusieurs insécurités qui ne permettent pas aux familles d'assumer leurs obligations, obligations professionnelles, familiales, etc., ni de jouir de leurs droits fondamentaux. Alors, ce que je retiendrai de ces questions de pauvreté ou de précarité, finalement, c'est la question du rapport des personnes, du rapport subjectif à leur situation. Et ce rapport, il se définit en lien avec le reste de la société. Et en particulier, la question du regard que les personnes portent sur les plus pauvres. Alors, quel est ce regard? C'est d'abord un statut inférieur dans la hiérarchie sociale. Et ce statut inférieur, il se construit particulièrement autour de la question du travail. C'est-à-dire que l'identité sociale, aujourd'hui, dans nos mondes contemporains, elle se construit majoritairement, essentiellement autour de la question du travail, ce qui n'a pas toujours été le cas. Et donc, pour ces populations, ce travail, c'est soit l'absence de travail, soit un travail qui est peu valorisé. Et donc, il en découle un sentiment pour ces personnes et également un regard porté par les autres d'inutilité sociale. Donc les jugements et les stéréotypes portés par une majorité, enfin des personnes dans la société, les personnes les plus précaires intériorisent ces jugements. Donc et du coup, ça aboutit à la construction d'une identité sociale négative qui va marquer leur rapport à la société et aux autres. Juste un mot pour dire que les questions de pauvreté et la manière dont les institutions et les pouvoirs publics tentent de les gérer amènent à construire des catégories administratives, institutionnelles,
et qui institutionnalise la pauvreté. Alors, très rapidement, c'est sur les méthodes que j'ai employées pour l'analyse des parcours de soins. Donc, j'ai appelé ça des récits de soins, c'est-à-dire que j'analyse ce que racontent les gens par rapport à des signes, des symptômes qu'ils ont ressentis et qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ces descriptions de parcours de soins, j'ai réinscrit dans une histoire de vie, de manière à les mettre en perspective leur conduite en lien avec le soin, par rapport à d'autres dimensions de leur vie, et puis une analyse des itinéraires de soins dans un cadre pluridimensionnel, donc en tenant compte notamment de la situation socio-économique, de leurs ressources sociales, culturelles, de la protection sociale, etc. Mais on va y revenir. Et ce qui est important aussi, c'est d'aborder ces questions en les pensant largement, c'est-à-dire pas simplement comme un individu qui va recourir à la médecine, mais un individu qui va gérer des soins, soit éventuellement dans l'espace familial, géré par lui-même, ou en sollicitant des... en sollicitant des ressources autour de lui, soit en recourant à ce qu'on appelle les médecines alternatives, soit en recourant bien sûr à la médecine. Donc mes recherches donc du coup reposent sur un peu plus de 50 entretiens et elles avaient été quand même majoritairement abordées sous l'angle du non-recours et du renoncement aux soins. Alors, les parcours de soins ont des multiples dimensions et je ne vais pas avoir le temps de toutes les aborder. Ce qui est important à noter, oui, ça serait bien d'avoir excusez-moi, j'aurais dû le faire depuis le début. Ce qui est important à noter, c'est que la manière dont les personnes se soignent dépend de leur environnement social et culturel, et notamment les individus apprennent dès leur enfance à repérer des signes corporels et à se comporter face à ces signes. Donc, c'est une première chose. Et par ailleurs, ces manières de faire s'ajustent à leur environnement matériel et symbolique. C'est ce que Pierre Bourdieu a appelé l'habitus. Un certain nombre de contraintes structurelles vont peser sur ces conduites, et on va y revenir largement, donc je passe rapidement. Par ailleurs, leurs attitudes face à un épisode de maladie dépendent des expériences antérieures. Donc il faut penser les itinéraires de manière dynamique en tenant compte de ce qui s'est passé avant. Donc par exemple, il y a un problème de santé, s'était-il déjà produit? Quelle évolution? Quel traitement avait été donné? Qu'en avait dit le médecin s'il avait été consulté, et donc en fonction de ça, les personnes la fois d'après, soit vont reconnaître le même type de symptômes et du coup éventuellement, par exemple, reprendre le traitement que le médecin avait prescrit sans aller le consulter, en considérant que c'est la même chose. Je donne un exemple comme ça, mais on pourrait en donner d'autres. Et ce qui est aussi important à considérer, c'est que les parcours de soins sont traversés par des logiques qui ne sont pas que médicales. C'est-à-dire que ce qui va amener les gens à agir dans un contexte particulier, ce n'est pas seulement de retrouver leur santé. Et il y a des enjeux sur lesquels je vais revenir, notamment relationnels et identitaires, qui vont expliquer ces parcours. Alors, le parcours de soins comporte plusieurs étapes que je vais présenter. La première étape, c'est pour initier une demande une recherche de soins, il faut d'abord identifier un signe ou un symptôme. Et donc,
cette identification, je viens de le dire, elle dépend de l'environnement familial et social, c'est-à-dire comment on a appris quand on était enfant, qu'est-ce qu'on a appris à repérer, quel type de symptômes, etc. Et donc, il y a une différence en fonction des groupes sociaux et plus même encore en fonction des familles. Et des études ont montré qu'il y avait une moindre attention aux symptômes dans les catégories les plus précaires, en particulier parce que, alors c'est une étude de Boltanski qui est très connue, très ancienne, parce que les personnes les plus précaires ont plus de mal à mettre des mots sur ce qu'elles ressentent et du coup les identifient moins, parce que le rapport au corps passe aussi par le langage. Alors ces résultats ont été remis en cause, on ne va pas rentrer dans le débat, par Pierre Ayache, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Par ailleurs, ce que j'ajouterais aussi, c'est que ces habitudes familiales, cette manière de repérer des symptômes dans son corps, elles sont aussi travaillées par le processus que j'appelle de médicalisation, et en particulier le fait que plus les gens consultent les médecins, plus ils vont apprendre dans ces contacts avec les médecins, et en particulier dans le cas des maladies chroniques, on voit bien qu'il y a un progressif des personnes à l'égard des symptômes, à l'égard de ce qu'ils vivent, et donc c'est pas des processus figés, c'est des processus qui évoluent dans le temps. Une fois que donc ces symptômes sont repérés, ils ne sont pas forcément considérés comme relevant du pathologique. Et tout dépend donc de la connaissance, de l'éducation, mais à nouveau du contact avec les médecins qui peuvent retraduire des signes en disant finalement là la dernière fois j'ai repéré tel symptôme, vous m'en aviez pas parlé, mais finalement vous savez c'est quelque chose d'important et donc dans le futur il faudra en tenir compte. Et donc progressivement les personnes ont cet apprentissage et peuvent se mettre à repérer des symptômes qu'elles considéraient un symptôme comme pathologique alors que précédemment elles considéraient que c'était normal. Alors une fois que le symptôme est identifié et qu'il est considéré comme pathologique ou en tout cas ne relevant pas du normal, il va être traité différemment et toujours travaillé par la famille, la culture, c'est-à-dire que selon les catégories sociales, les groupes sociaux, les manières de réagir vont être différentes. Et donc, ce qui joue particulièrement, c'est le rapport au corps et la manière dont on utilise son corps dans la vie courante et particulièrement dans la vie professionnelle. Donc, un travailleur qui soulève des lourdes charges au quotidien va être plus sensible à certaines manifestations corporelles qui pourraient l'empêcher de continuer à travailler que... par exemple un mal de dos, qu'une chanteuse qui est très soucieuse de sa voix ou un pianiste de ses mains et de toute manifestation qui pourrait gêner le travail articulaire, etc. Alors ce qu'il est important de noter, c'est une résistance corporelle dans les catégories les plus défavorisées. Et cette résistance, elle s'inscrit, c'est une valeur identitaire. On apprend à résister, on apprend à ne pas se plaindre non plus. Juste une parenthèse, c'est que moi, mes recherches portent à partir du moment où sont identifiés les signes ou les symptômes, puisque précédemment, de manière logique, si les gens n'identifient pas, ne repèrent pas des signes, ils n'en parlent pas. Donc, comme je pars dans mes parcours de soins des premiers signes, la manière dont ils sont gérés, évidemment, c'est à partir de ce moment-là que moi, je peux travailler ces questions. Donc cette résistance corporelle que je signale, c'est quelque chose qui n'est pas non plus spécifique aux plus pauvres. Donc, et tout ce que je dis, ce sont des récurrences et donc c'est des choses qu'on peut retrouver ailleurs, mais probablement aussi moins fréquemment. Mais la question de la résistance corporelle,
C'est aussi des questions de valeurs identitaires familiales, mais on trouve ça aussi pour des personnes chez des agriculteurs qui ont un rapport à leur corps qui est tout à fait spécifique. Et donc, on peut retrouver cette résistance corporelle aussi dans d'autres milieux. Alors, une fois identifiés, une fois que ces symptômes posent problème, il va falloir donc les gérer. Ils sont gérés de manière différente. Donc, soit à la maison ou dans l'environnement familial, en mobilisant des remèdes populaires ou des médicaments d'une ancienne prescription ou en allant à la pharmacie. Ils peuvent aussi aboutir à une... comment dire, il se peut aussi que les personnes choisissent de ne rien faire. De ne rien faire. Ça va passer, c'est pas grave, et puis de toute façon, Mère Nature va subvenir et va faire que ça va se régler, ça va se régler. Autre possibilité, donc, c'est les recours alternatifs sur lesquels j'ai pas le temps aujourd'hui de m'attarder, qui sont divers et qui sont sans doute pour des raisons d'activité financière moins fréquentes sur les personnes les plus précaires, mais qui existent malgré tout. Et donc, je vais en venir à la question donc de l'accès à la donc, ce qui va déterminer le choix de recourir à une aide, et que cette aide soit dans la médecine, on va dire officielle, conventionnelle, ces différentes dimensions, dont les plus importantes sont les logiques budgétaires, en lien avec la protection sociale, la disponibilité des services et des professionnels de soins, on va y revenir, mais de manière moins classique, c'est la question des logiques de préservation de soi. C'est-à-dire que pour les personnes les plus précaires, il s'agit d'éviter ce que j'appelle des rapports sociaux à risque face aux administrations d'hôpitaux et à la médecine, et je vais y revenir bientôt, et éviter des situations aussi où une étiquette négative peut être donnée, en particulier tout ce qui est statut administratif, malades, handicapés, invalides, qui sont rattachés à des statuts négatifs. Ce qu'il faut dire, c'est que quand on analyse des parcours de soins, chaque situation est différente. Et donc chaque situation est analysée différemment par les personnes. Et donc il n'y a pas une automaticité de leur comportement, parce qu'à chaque fois, il y a un contexte différent, le problème de santé est éventuellement différent, les personnes impliquées ne sont pas les mêmes, les conditions objectives matérielles peuvent avoir évolué. Et ce qui est important aussi, c'est par rapport à la santé, le sentiment de gravité du problème peut être différent. Alors, premier point sur lequel je vais aller vite, parce que c'est des choses qui sont beaucoup plus connues, c'est les obstacles économiques. Donc, le système de protection sociale contre la maladie, il est censé permettre l'accès aux soins et réduire les inégalités d'accès en fonction des ressources. Dans un contexte où la maladie se dégage progressivement en charge des soins pour se concentrer sur les malades, donc une prise en charge à 100% pour les personnes les plus malades. Donc la place des complémentaires santé est de plus en plus importante, sachant que ces complémentaires sont inégalitaires et qu'on a montré qu'elles occupaient une part du budget beaucoup plus importante pour les ménages les plus pauvres. Et par ailleurs, on sait que les contrats qui couvrent le mieux sont les plus chers, et c'est évidemment pas ce type de contrat que les plus pauvres vont choisir s'ils choisissent de prendre une mutuelle. Alors la CMU complémentaire et l'aide complémentaire santé sont là pour compenser en partie ces effets.
ils ont des limites. Donc, les limites, c'est la question des soins qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et mal pris en charge par les mutuelles, la question de l'avance de frais, la question des franchises. Donc tout ça, c'est les limites du système de protection sociale tel qu'il est pensé, sachant qu'il n'est pas pensé dans une globalité, mais c'est un certain nombre de dispositifs qui, depuis la constitution de la sécurité sociale, des dispositifs qui s'empilent, qui viennent boucher les trous progressivement, sans qu'il y ait finalement une cohérence globale. Alors, les effets de cette histoire de la protection sociale, de la manière dont les choses se sont construites au fil du temps, fait que finalement, le système, il est d'une complexité terrible, et à moins d'être spécialiste, c'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Et donc ça, c'est un problème pour les populations qui sont fragiles, qui connaissent moins bien leurs droits, de comprendre ce système de protection sociale contre la maladie et comment fonctionnent les différents remboursements et les différents dispositifs qui sont à leur disposition éventuellement. Alors, du fait de cette complexité, on a des situations de non-recours. Alors, le non-recours à la CMU complémentaire, qui est moindre que que le non-recours à l'aide complémentaire en santé, mais qui existe. Alors, tout au début de la CMU, les personnes n'avaient pas recours parce qu'ils ne connaissaient pas les droits, ce dispositif. Aujourd'hui, même dans les populations les plus pauvres, on parle entre personnes et finalement la CMU est quand même relativement connue. Par contre, les seuils d'éligibilité ne sont pas forcément connus. Alors le non-recours à la CMU complémentaire, ça concerne des populations qui arrivent par le haut, par des catégories sociales qui sont plutôt plus favorisées et qui, pour des raisons de parcours de vie, se trouvent dans une situation de rupture. Et donc, ceux-là connaissent moins la CMU et donc peuvent éventuellement ne pas savoir que ça existe ou pas savoir ce que c'est. Ou plus souvent, la CMU, c'est considéré c'est envisagé comme un dispositif qui vise les plus pauvres. Et donc, quand on pense les plus pauvres, c'est ceux qui ne travaillent pas, ou c'est une représentation du côté de la grande pauvreté. Et on sait qu'il y a des bénéficiaires de la CMU qui sont des travailleurs, ce qu'on appelle des travailleurs pauvres. Et donc, en tout cas, les gens qui arrivent par le haut, dans le cadre de rupture, de perte d'emploi sur la longue durée, donc ne recourent pas toujours par méconnaissance de ce qu'est la CMU. Et puis, il y a des non-recours par le bas, c'est-à-dire les personnes les plus pauvres et les plus précaires qui ont une forme qui évite les administrations, les institutions, et je vais y revenir aussi dans un petit peu plus tard, et pour qui aussi ces démarches sont compliquées. Et on peut penser aussi particulièrement aux personnes qui parlent mal le français, qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas forcément non plus les dispositifs. Enfin, il y a des refus pour éviter l'étiquette qu'on renvoie souvent aux bénéficiaires de la CMU qui sont pauvres ou qui sont assistés. Autre point sur lequel je voulais insister, c'est que les bénéficiaires de la CMU connaissent pas forcément, une fois dans le dispositif, connaissent pas forcément bien ce à quoi donne droit la CMU. Et donc souvent, ils l'utilisent à minima, c'est-à-dire qu'ils vont chez le médecin généraliste, ils vont régulièrement, ils achètent leurs médicaments, ils font des examens standards que prescrit le médecin, mais finalement, assez fréquemment, j'entends dire que je ne savais pas que ça pouvait prendre en charge des soins, des prothèses dentaires, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Sur le non-recours à l'aide complémentaire santé, donc ça c'est
c'est un non-recours qui est important. Le premier facteur qui explique ce non-recours, c'est la non-connaissance du dispositif. Par ailleurs, même si on connaît ce dispositif, c'est donc toute la question de connaître l'intérêt d'une mutuelle. Et pour comprendre l'intérêt d'une mutuelle, il faut comprendre comment fonctionne le système de protection sociale. Et comme je disais, il est extrêmement complexe. Les différents types de remboursement et leur répartition entre les différents organismes complémentaires, non complémentaires, etc., c'est vraiment terrible. Parfois, les bénéficiaires potentiels reçoivent des courriers les incitant, mais souvent ces courriers sont incompréhensibles du fait du langage administratif, etc. Et puis, cette difficulté à réaliser des démarches, d'autant que l'aide complémentaire santé, elle est souvent dans beaucoup d'endroits maintenant, les caisses primaires ajoutent un supplément financier d'aide et du coup, c'est un parcours administratif incompréhensible et finalement, à un moment ou à un autre, les gens renoncent. Et ce qui est important aussi, c'est quand on a l'aide complémentaire santé, il faut choisir une mutuelle. Et que les personnes ont parfois beaucoup de mal à choisir une mutuelle. Parfois, ils la choisissent mal, qui couvre mal, et du coup, ils renoncent, ils abandonnent parce que finalement, ils ont des soins qui ne sont pas remboursés parce qu'ils n'avaient pas pris le contrat qu'il faut. Donc, choisir une mutuelle, c'est évaluer des besoins futurs et c'est analyser une offre concurrentielle. Donc, c'est pas facile pour tout le monde. Alors, toujours cette question de la protection sociale, c'est que pour qu'elle soit efficace, il faut donc que les gens accèdent à leurs droits. Il faut aussi qu'il n'y ait pas de rupture de droit, ni de déni de droit. Alors, la question de la rupture de droit, c'est particulièrement le fait que les personnes qui bénéficient de la CMU, des personnes qui ont particulièrement des emplois précaires, donc qui trouvent un CDD, qui se retrouvent au bout d'un moment sans emploi, qui bénéficient de la CMU, puis ils retrouvent du travail pendant quelques mois. À ce moment-là, quand la CMU est renouvelée, ils perdent la CMU, mais finalement, ils ne vont pas prendre de mutuelle parce qu'ils... Bon, mettons, ils ont des emplois intérimaires, etc. Ils savent que finalement, ils vont bientôt sans doute avoir droit à nouveau à la CMU. Et donc, ces entrées et ces sorties, avec des périodes d'interruption, font que finalement, ce n'est pas très propice à une mutualisation. Et puis, je parlais de déni de droit. Donc, le déni de droit, c'est la question du refus de soins à l'égard des bénéficiaires de la CMU et qui a été considéré comme un critère de discrimination par la HALD. Alors, on parlait de cette question d'accès au droit et donc je voulais faire un petit aparté sur la question du rapport aux administrations. Donc, j'ai parlé de la difficulté des démarches administratives, mais ce n'est pas seulement la question des démarches, c'est que les personnes, souvent, ont vécu tout au long de leur vie des épreuves humiliantes, en particulier des jugements de valeur. On leur renvoie aussi leur inutilité sociale, ce que je disais tout à l'heure, en particulier du fait de leur manque de leur rapport au travail. Et souvent, en plus, on les rend responsables de cette situation. Et donc, ces épreuves, elles les retrouvent à nouveau, souvent, dans des rapports de domination lorsqu'elles font une demande d'aide. C'est-à-dire que, déjà, il y a une violence en soi de demander de l'aide. Ça veut dire qu'on n'est plus capable de subvenir aux besoins de sa famille, qu'on est dans une situation de dépendance. Et là-dessus s'ajoutent des logiques bureaucratiques où il faut contrôler, il faut vérifier les revenus, etc. Ce qui suppose derrière qu'on met en doute la sincérité de l'usager. Alors, je ne dis pas que les logiques bureaucratiques ne sont pas nécessaires, mais en tout cas, c'est vécu comme ça. Et c'est des situations, quand on a déjà un parcours de vie avec
ces expériences antérieures, c'est compliqué. Et puis, les personnes racontent aussi que c'est en particulier dans les rapports aux services sociaux, qu'elles se sentent dans une situation de perte d'autonomie. Et j'ai mis un extrait d'une dame qui racontait « Une fois qu'on a les services sociaux sur le dos, ils ne nous lâchent plus, quoi. Après, c'est une pression quotidienne, il faut se justifier en permanence. » Faire prendre conscience aux services sociaux, c'est ce qu'elle propose, qu'on n'a pas besoin de les avoir 24 heures sur 24 sur le dos, qu'on peut prendre des décisions tout seul. C'est pas parce qu'on a besoin d'aide une fois qu'on ne sait pas comment gérer sa vie. Et donc cette question d'autonomie, ça c'est une question identitaire, une question très forte qui organise leur façon de se mettre en rapport avec les institutions. L'organisation du système de soins, alors ça c'est les questions d'accessibilité géographique, financière. Comme il reste peu de temps, je vais passer rapidement là-dessus. La question aussi des disponibilités des professionnels, donc dans un contexte de rareté, de démographie médicale, particulièrement en milieu rural. Bon. J'en viens à la question du rapport à la médecine plus spécifiquement, et comment expliquer finalement que les personnes les plus pauvres, les plus précaires consultent finalement moins fréquemment, moins souvent. On parle de retard aux soins. Alors il y a différents éléments qu'on peut prendre en considération. D'abord, la peur d'être considéré comme malade. Être malade, c'est une identité négative autour des questions d'invalidité, d'arrêt de travail, de certificat d'inaptitude. La peur d'être malade, la peur des traitements et de leurs conséquences sociales, la peur de perdre la maîtrise de son existence. Et ça, c'est parce qu'à partir du moment où on rentre dans un rapport avec le médecin est dans une situation où il va prendre des décisions pour les personnes. Et les personnes ont peur finalement, une fois qu'elles sont entrées dans cette relation, de ne plus pouvoir décider. Et donc, on évite les médecins pour se protéger, pour garder la maîtrise de son statut, c'est-à-dire, par exemple, ne pas tomber en invalidité, ne pas être en arrêt de travail, et garder son autonomie. Mais c'est aussi pour éviter des situations de violence symbolique et de domination. Donc, ces situations de domination, elles sont reconduites dans le rapport avec le médecin, puisque le médecin, c'est celui qui détient le savoir légitime et qui va donc décider. Alors, il y a différentes manières d'organiser la relation entre médecin et patient, mais dans le cas, quand le patient est pauvre ou précaire, on observe que ce sont plutôt des manières de faire plus classiques, anciennes, comme on faisait avant, qui sont fondées sur le paternalisme. C'est-à-dire le médecin sait ce qui est le mieux pour le malade et donc décide pour lui. La question aussi de protection, c'est aussi de ne pas encourir un refus de soins, parce que c'est extrêmement violent. Et donc, il y a des personnes, par exemple, qui ne vont pas chez les spécialistes quand elles ont la CMU parce qu'elles ont peur qu'on leur refuse. Et donc, j'ai en tête une femme qui ne consultait que pour ses enfants, parce que pour ses enfants, elle était prête à affronter ce type de comportement, mais pour elle, ça lui semblait plus important de se protéger sur le plan identitaire que d'aller soigner. Alors, toujours sur le rapport médecin-patient, plus la différence de statuts sociaux entre le patient et le médecin est grande, plus l'échange est difficile. Et c'est encore pire quand à la différence sociale, on ajoute une différence culturelle. Alors les personnes les plus précaires, souvent, face aux médecins, ressentent un sentiment de honte, et de honte en particulier en relation avec leur manière de s'exprimer. Elles ont peur de ne pas trouver les mots justes.
Par ailleurs, elles respectent le professionnel et son temps. Et du coup, elles n'osent pas poser des questions. Elles n'osent pas demander des éclaircissements. Et du coup, elles sortent sans comprendre ce qu'elles ont, pourquoi elles ont un tel traitement, quels sont les enjeux de ce traitement, qu'est-ce qui va se passer. Ce que je disais aussi, c'est qu'elles ont peur de se voir imposer des choses. Et du coup, pour garder une certaine autonomie, elles taisent un certain nombre d'éléments concernant leurs problèmes. Et puis, elles ont peur de recevoir des soins de moindre qualité. Et donc, en particulier, en ce qui concerne... j'ai entendu régulièrement des craintes par rapport à des prothèses dentaires qui seraient de moindre qualité que pour les autres, des orientations, des conseils, des traitements qui seraient différents d'autres personnes, le temps passé également, et parfois pointé comme étant différent des autres patients, etc. Donc ça sous-entend que des critères financiers jouent aussi dans la délivrance de différentes prestations. Alors, du point de vue du médecin, je vous ai surtout parlé du point de vue des personnes, mais très rapidement, il y a du côté des médecins des représentations des bénéficiaires de la CMU. Je parle de représentation dominante, c'est pas évidemment tous les médecins qui sont comme ça, heureusement, mais c'est des discours autour de personnes qui seraient assistées, qui seraient des profiteurs ou des fraudeurs aussi. C'est tous ces discours sur ces gens qui ont la CMU et qui ne devraient pas l'avoir, et qui sont souvent fondés sur une mauvaise connaissance de ce qu'est la CMU. Et une anticipation par les professionnels les professionnels de santé, donc pas que les médecins, des conduites qu'auraient ces personnes. Donc on est dans le stéréotype des personnes qui auraient... une manière différente d'observer les traitements, d'écouter les conseils, qui serait moins dans la continuité des soins, des retards, des rendez-vous manqués. Alors, il y a sans doute des retards, des rendez-vous manqués. Il y en a chez les autres patients aussi. Il y en a probablement beaucoup plus chez ces patients pauvres ou précaires. Mais il y a une méconnaissance par les médecins des conditions dans lesquelles ils vivent. Alors, vous imaginez que si vous avez pris un rendez-vous pour 3 mois plus tard chez le dentiste et qu'à ce moment-là, on est en train de vous expulser de votre logement, vous allez peut-être éventuellement oublier de décommander le médecin. Seulement éventuellement. Et puis cette idée aussi, qui est justifiée, mais qui correspond à une réalité, c'est que ces personnes donnent un surcroît de travail, notamment administratif, aux professionnels, un travail aussi d'orientation vers les services sociaux, vers des psychologues, etc. Et donc, on peut éviter de les recevoir pour s'éviter ce surcroît de travail. Et puis, des travaux montraient que certains médecins donnent une moindre information à leurs patients, par exemple dans le cadre du cancer, les travaux de Sylvie Finzan. Et excusez-moi, j'ai perdu le fil. C'est pas grave, on passe. Donc ce que je vous ai dit dans la précédente diapo, j'ai presque fini, hein, c'est que ces personnes qui parlent peu, qui n'osent pas poser des questions, mais finalement, du côté des professionnels, ces silences sont interprétés comme un manque d'intérêt et parfois aussi comme un refus de savoir. Donc ça fait le lien avec ce que j'étais en train de dire, c'est que cette moindre information à l'égard des patients les plus pauvres, c'est que en se disant finalement ils ne disent rien, ils ne posent pas de questions, c'est qu'ils n'ont pas envie de savoir. Alors s'ils n'ont pas envie de savoir, on ne va pas leur dire. Donc il y a une espèce de rhétorique de certains médecins par rapport à leurs patients et finalement on voit bien que de part et d'autre il y a une méconnaissance des uns et des autres et que c'est peut-être là que réside le nœud du problème, c'est-à-dire une connaissance partagée des uns par les autres pourrait sans doute faire avancer les choses. Alors, donc, en conclusion, ce qui est important, c'est que finalement,
les manières dont les personnes vont accéder à leurs droits et vont se soigner sont structurées par les expériences qu'elles ont vécues précédemment, et particulièrement des situations de violence et d'humiliation, et qui font qu'elles vont éviter à tout prix ce type de situation. Et donc ça a des conséquences sur l'accès aux droits et sur l'accès aux soins. Et donc il y a tout un travail de confiance à réinstaurer. La question de la discrimination, c'est aussi donc des rapports individuels avec des préjugés, des stéréotypes, et après des manières de faire différentes, qui posent la question du vivre ensemble. Et donc, dans les rapports avec les agents des pauvres ou des précaires, avec les agents administratifs ou les services sociaux ou les soignants, il est important de construire du lien social et de la confiance pour leur permettre de réutiliser le système au mieux. Et puis pour terminer, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne s'agit pas non plus de ne construire que du lien social. Et j'ai entendu aussi des gens qui disaient le docteur il écoute mais il n'est pas efficace. Donc ces gens ils ne demandent pas seulement à être écoutés, ils demandent aussi à ce qu'on s'occupe d'eux par rapport à leurs demandes. Et donc, en particulier, il y a une question de qualité des soins quand on parle de santé. C'est-à-dire que quand ils ont un problème de santé, qu'ils vont voir un médecin, ils demandent aussi à avoir le bon traitement, le meilleur traitement, et un traitement égal aux autres personnes de la société. Merci. J'espère que je n'ai pas trop dépassé.